Ouverture ce matin au Conseil économique, social et culturel du séminaire régional sur les techniques d'élaboration des avis en réponse avec saisine gouvernementale sur le projet de loi. Cette formation à laquelle participent des présidents d'autres conseils comme la Guinée et le Burkina Faso vise à leur apprendre l'élaboration d'avis et la rédaction de rapports. Retour cet après-midi à Bamako de 375 pèlerins maliens du premier convoi. Les pèlerins émus qui demandent des prières pour ceux restés à la Mecque après le drame de Mina. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal sur l'ORTM. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Bamako en provenance de New York. Il est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, les membres du gouvernement et les corps constitués. À New York, Ibrahim Boubacar Keïta a pris part à la 70e Assemblée générale des Nations Unies, une tribune consacrée à l'adoption du programme de développement pour l'après 2015 appelé Objectif du développement pour les 15 prochaines années. Le président de la République était accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga et plusieurs membres du gouvernement. Lors de son séjour new-yorkais, Ibrahim Boubacar Keïta a animé plusieurs panels et accordé plusieurs audiences. Le chef de l'État à son arrivée cet après-midi de New York à l'aéroport international de Bamako-Sénou, où il a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement et les corps constitués. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui prenait donc part à travers la 70e Assemblée générale des Nations Unies. C'était donc cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le débat général de la 70e Assemblée générale des Nations Unies est donc en cours à New York. Hier, dans la soirée, le président de la République s'est adressé au monde. Il était l'un des orateurs des représentants des 193 États membres. Ce sont les présidents brésiliens et américains qui ont ouvert le bal à la suite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Tous sont d'accord, les Nations Unies, ont posé bien des actes, mais il faut évoluer. Envoyé spécial sur Ibrahima Keïta, Ibrahima Traoré, Dembawan et Adama Kamara. C'est parti pour le débat général de la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Premier orateur, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dresse le bilan global de son institution et affiche ses ambitions pour l'avenir immédiat. À en croire le plus haut fonctionnaire international, les actions onusiennes ont sauvé des millions de vies humaines et permis à d'autres millions de sortir de la pauvreté, d'améliorer leur santé, leur éducation et on en oublie, d'où la nécessité de donner un coup de fouet à la dynamique des objectifs globaux, credo de son organisation, mais avec l'implication de chacun. Il salue l'hospitalité et le traitement réservé aux migrants en fuite, l'accord sur le nucléaire iranien, le rapprochement américano-cubain, dénonce les bombardements au Yémen, les actions terroristes et avoue que les missions de paix ont besoin de plus de moyens et davantage de clarification. Même son de cloche du président de séance d'ouverture officielle qui engage dirigeants au sommet de l'État, parlementaires, religieux, syndicats, entreprises à une coalition pour la mise en place de la stratégie onusienne. Les présidents Dilma Rousseff du Brésil et Barack Obama des États-Unis se succéderont au pupitre pour évoquer des préoccupations nationales avec comme seul dénominateur commun la volonté de renforcer les démocraties car selon la belle formule de la brésilienne, une démocratie même affaiblie mérite d'être améliorée et non enterrée. Du discours fleuve d'Obama, on aura retenu la confirmation de sa préférence d'institutions fortes aux hommes forts, son coup de pierre dans le jardin des turiféraires du pouvoir syrien, de la Russie en Ukraine. Là, la réponse du berger à la bergère ne se fera pas attendre. Sauf que, et parole de président de séance, les orateurs ne disposent que de 15 minutes pour exposer leur vue. Mais il avait oublié d'ajouter qu'Obama, avec ses 42 minutes effectives, en faisait exception.
Dans son message à la tribune des Nations Unies, le président de la République a présenté l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a salué le soutien de la communauté internationale et sollicité toujours son accompagnement pour la mise en œuvre de cet accord. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Après 8 mois de négociations, de durs échanges avec nos frères des régions du Nord qui avaient pris les armes, je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, de vous présenter l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cet accord est issu du processus dit d'Alger. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République soutient que ce document offre un véritable cadre dans lequel le Mali peut évoluer désormais vers une paix durable et soutenable. Un accord de paix consensuel qui sert de cadre général pour la résolution du conflit durable de toute notre partie, toutes les parties du Mali, dans toutes les dimensions, est une première dans l'histoire du Mali, dans notre histoire nationale. Cela est un nouveau pacte social au Mali, entre fils du Mali. Un nouvel engagement collectif pour la paix et la concorde dans ce pays. Cet accord vient sceller la retrouvaille entre nous, fils du Mali. Il est le résultat de la volonté de l'ensemble des parties maliennes et de l'engagement de tous pour que nous soyons aujourd'hui dans la phase où nous sommes de mise en application de cet accord de paix. L'accord constitue pour nous, Monsieur le Président, un compromis équilibré qui prend en compte toutes nos préoccupations essentielles, légitimes, intégrité territoriale, souveraineté nationale et développement équilibré de toutes les régions du Mali. C'était cela l'essentiel pour nous et cela est obtenu, garanti et admis d'accord partis. Nous avons également commencé à anticiper par des mesures de confiance à l'endroit de nos frères pour qu'ils se sentent absolument rassurés quant à notre volonté inébranlable d'aller vers la paix, une paix dont nous avons besoin pour bâtir le Mali. Sans paix, nous ne pourrons rien réussir. Or, nous avons été élus par le peuple du Mali au sortir de la grave crise qu'il a traversée pour précisément le bâtir ce pays, le Mali. Le chef de l'État a salué l'accompagnement fabuleux que la communauté internationale a assuré au Mali avec une mention spéciale à l'Algérie, chef de file de la médiation internationale dans la crise malienne. Rarement, dit-il, un pays aura été autant assisté dans ses efforts de paix. Mais la signature du document est une chose, son application en est une autre. Le chef de l'État attire l'attention de ses pairs sur la mise en œuvre rapide de cet accord. Ibrahim Boubacar Keïta rappelle que le gouvernement a déjà présenté un plan d'action global et un second plan d'urgence pour la période intérimaire. Dans la foulée, le comité de suivi de l'accord mis en place est également à pied d'œuvre. Reste maintenant l'accompagnement des partenaires et amis du Mali. Un accord de paix est toujours délicat à mettre en œuvre. Il a besoin d'être accompagné. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous avons convoqué à Paris, avec l'appui de nos amis français et d'autres, le 22 octobre prochain, une conférence pour le fundraising en faveur du programme de mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, le 22 octobre prochain, Inch'Allah. Et j'espère que beaucoup de pays ici présents qui déjà nous ont témoigné tellement de solidarité et de sollicitude, seront avec nous à Paris, Inch'Allah. Le président de la République indique que le gouvernement, sous son autorité, a toujours privilégié le dialogue dans la résolution de la crise multidimensionnelle en voie de résolution au Mali. Le gouvernement, ajoute le chef de l'État, s'est toujours conformé aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, des décisions et recommandations de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OCI et des non-alignés. Devant ces pairs du monde, le chef de l'État a évoqué plusieurs autres préoccupations comme la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les changements climatiques ou encore la crise migratoire. Nous reviendrons sur ce propos du chef de l'État au cours de cette édition. Audience à l'Assemblée nationale à présent, le président de l'hémicycle, Isiaka Sidibé, a reçu ce mardi la délégation des associations des sages-femmes d'Afrique francophones. Cette fédération organise les 27, 28 et 29 octobre prochains un congrès sur la mortalité maternelle, infantile et néonatale dans notre pays. La délégation est venue solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale. Auparavant, Isiaka Sidibé a reçu la représentante spéciale adjointe de la MINUSMA venue pour une visite de courtoisie. Le point avec Khadija Tokone. Visite de courtoisie de la représentante spéciale adjointe de la MINUSMA
le président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, Mme Baranga Gassaramboué est à sa deuxième mission dans notre pays. Elle est donc venue réitérer tout son soutien au Mali. Notre mission ici au Mali étant que basée sur le fait que nous sommes en train d'accompagner le Mali sur la mise en œuvre des accords et en même temps parler beaucoup du développement, parler aussi de l'humanitaire et parler de ce que nous faisons au niveau sur le terrain et au niveau aussi de travailler ensemble. Gassaramboué Baranga se dit également très optimiste pour le retour définitif de la paix au Mali, cela grâce aux efforts fournis par les autorités maliennes et la communauté internationale. Il y aura toujours des petits heurts, mais il faut toujours s'attendre à ce que ces heurts-là, on puisse corriger les tirs et on puisse avancer. Sinon, si on est toujours dans le pessimisme, ça ne pourra pas nous aider à avancer. Il faut être optimiste. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, venue lui faire part de l'organisation de son premier congrès que notre pays va abriter très bientôt. Le thème du congrès, c'est le rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Quel défi pour les systèmes de santé. Et à travers ça, nous allons parler de la formation de la sage-femme, nous allons parler des cancers gynécologiques et mammaires, nous allons parler des ressources humaines dont les sages-femmes constituent une pièce maîtresse, la gestion des ressources humaines, la formation, l'utilisation, le déploiement des sages-femmes dans les zones différentes. 15 pays prendront part à ce grand rendez-vous. Pour une bonne organisation, les hommes et les femmes qui aident à donner la vie sollicitent le soutien de tous et de chacun pour que notre pays en sorte grandi. Ouverture ce matin au Conseil économique, social et culturel du séminaire régional sur les techniques d'élaboration des avis en réponse avec saisine gouvernementale sur les projets de loi. Cette formation à laquelle participent des présidents d'autres conseils comme la Guinée ou le Burkina Faso vise à leur apprendre l'élaboration d'avis et la rédaction de rapports. Mamadou Bougaïko. Cette formation en technique d'élaboration des avis en réponse à des saisines gouvernementales sur les projets de loi est essentielle pour tout conseil économique, social et culturel. En prévoyant cette institution, les constitutions de nos pays ont voulu doter nos États de structures expertes capables de faire prendre en compte les aspirations profondes des populations par les décideurs. C'est pourquoi elle prévoit la saisine obligatoire du Conseil économique, social et culturel pour certaines catégories de lois touchant des secteurs sensibles et d'importance pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces travaux de formation sont dirigés par l'Union des conseils et institutions similaires de la francophonie, UCESIF. Les participants venus de la sous-région vont apprendre à faire des rapports. Notre séminaire s'évertuera à fournir la réponse adéquate à des besoins réels visant essentiellement à doter les participants d'outils et de supports plus performants en matière d'élaboration d'avis et de rédaction des rapports, d'harmoniser la connaissance des participants tant nationaux qu'internationaux sur les méthodes plus efficaces dans le domaine, procéder à des études de cas pratiques assez illustratifs des réalités respectives de chaque pays représenté. Le président du Conseil ne pouvait passer sous silence la crise qui secoue le Mali. Malgré son ampleur et l'imprévision de son champ opérationnel, nous enregistrons avec bonheur. Au regard des efforts et sacrifices immenses consentis par son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement, la communauté internationale et tous les acteurs impliqués, et l'espoir né avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale les 15 mai et 20 juin 2015 permettra certainement le retour définitif de la paix sans laquelle on ne saurait parler de développement. Ce séminaire sous-régional se tient à l'initiative du Mali dans le cadre d'un partenariat fécond. Voilà, je vous disais tout à l'heure, retour sur la 70e Assemblée générale des Nations Unies avec le chef de l'État qui, devant ses pairs, a évoqué plusieurs autres préoccupations comme la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les changements climatiques ou encore la crise migratoire. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux. Monsieur le Président, après d'autres, qu'à mon tour, je m'incline devant la mémoire des victimes de la catastrophe survenue à Mina, en Arabie Saoudite, et qui a endeuillé mon pays, le Mali, comme d'autres pays de la Oumma islamique. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président, je voudrais au nom du peuple malien
présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Président, dans l'histoire des peuples et des nations, il y a des coïncidences. Soit de celle-là, la symbolique de la date d'aujourd'hui, 28 septembre 2015, qui marque le 55e anniversaire de l'admission de mon pays, le Mali, aux Nations Unies, en vertu de la résolution 1491-1960 adoptée par l'Assemblée générale lors de sa 15e session. Lorsque, Monsieur le Président, les représentants de 50 nations signaient la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945 et que la Charte des Nations Unies entrait en vigueur le 24 octobre de la même année, nombreux sont les États ici présents aujourd'hui qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Monsieur le Président, 70 ans après, il est heureux de constater que les Nations Unies comptent aujourd'hui 193 membres, tous engagés à préserver les idéaux de San Francisco, fondés sur les 3 piliers que sont la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la délégation de la République du Mali, que j'ai ainsi honneur de conduire, se réjouit de votre décision ô combien opportune de placer la présente session sous le thème 70e anniversaire de l'ONU, l'action au cœur d'un nouvel engagement. Pays sahélien par excellence, mon pays, le Mali, subit de plein fouet les effets des changements climatiques à cause de la fragilité naturelle de son écosystème, l'enstablement et l'assèchement du fleuve Niger, ainsi que la dégradation des sols et du couvert végétal, aux conséquences insoupçonnées, en sont de parfaite illustration. C'est pourquoi le peuple et le gouvernement du Mali souhaitent vivement que les conclusions de la 21e conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21, prévue à Paris, puissent aboutir à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant afin de préserver ce qui peut encore l'être de notre environnement. À ce défi majeur s'ajoute la nécessité de la nécessaire promotion de la gouvernance économique mondiale et du financement du développement. Monsieur le Président, l'un des plus grands défis de notre époque concerne la migration internationale, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à cause de la pauvreté, des catastrophes naturelles ou causées par l'homme et également engendrées par le cynisme des acteurs du crime organisé, car il y a crime. En témoignent des dizaines de milliers de candidats à la migration irrégulière qui perdent leur vie, qui dans les sables du désert, qui dans le fond des océans, singulièrement la Méditerranée. L'approche globale que la délégation du Mali propose réside dans l'intensification du dialogue entre les pays de départ, de destination et de transit, à l'effet de trouver les solutions idoines qui puissent lier les impératifs de sécurité, de développement, de respect de la dignité humaine et de solidarité, que tout cela soit dans un package. Ce faisant, les migrations se dérouleraient dans des conditions humaines et de façon ordonnée et profiteraient à la fois aux migrants et aux sociétés des pays de départ et de destination. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, il est également apparu nécessaire que l'ONU renforce ses outils et mécanismes existants dans l'optique de s'attaquer véritablement aux nouvelles menaces et à la montée du terrorisme violent, du narcotrafic et autres crimes connexes. En dépit des progrès enregistrés, Monsieur le Président, dans le domaine de la paix et de la sécurité, il est regrettable de constater que de plus en plus, l'environnement international reste marqué par la recrudescence des violences aveugles perpétrées ou commanditées par les groupes terroristes ou narco-djihadistes tels que Ansardine, Mojaou, Al-Mourabitoun et l'État islamique d'Irak et du Levant, Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram, qui est devenu, nous dit-on, depuis État islamique en Afrique de l'Ouest. À l'évidence, Monsieur le Président, il y a un besoin urgent de corriger le décalage existant entre les défis sécuritaires et la doctrine des Nations Unies en matière de maintien de la paix. Il convient de rappeler
que cette doctrine a été conçue il y a 60 ans. Du haut de cette tribune, je voudrais renouveler le soutien actif du Mali à toute initiative de réforme de l'architecture de l'opération de maintien de la paix, intégrant cette réalité nouvelle, car nul ne peut dire aujourd'hui que le terrorisme constitue désormais une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. Extrait de l'intervention du chef de l'État à la tribune des Nations Unies sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les changements climatiques ou encore la crise migratoire. Retour cet après-midi à Bamako des pèlerins maliens avec le premier convoi composé de 375 personnes, des pèlerins visiblement émus qui demandent des prières pour se rester à la Mecque après la tragédie de Mina. Leur accueil avec Adama Koulibaly. Le premier convoi de pèlerins maliens a été accueilli cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou par les autorités maliennes. Ces premiers venus de la Mecque sont au nombre de 375 personnes arrivées à bord d'un avion de la compagnie malaisienne. Ils sont partagés entre joie et douleur. J'ai seulement à dire aux Maliens de prendre le courage, de prier le bon Dieu pour les gens qui sont partis, qui ne sont plus parmi nous. Nous sommes rendus là-bas pour que Dieu puisse effacer le péché, nous pardonner. Et c'est ce qui a été fait justement. On a réussi à faire notre pèlerinage convenablement, mais seulement on a laissé derrière nous les morts aussi. C'est ce qui est regrettable, mais il faut l'accepter parce que c'est la volonté de Dieu et il faut le considérer comme des martyrs aussi. Ces pèlerins ont été reçus au bas de la passerelle par les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la santé, et par des représentants du département des affaires religieuses et du culte. Tous partagent que c'est un devoir pour eux de venir soulager les cœurs des Maliens qui ont perdu des parents, des frères et des sœurs dans une bousculade qui a causé la mort à des centaines de personnes lors du Hajj. Nous aurions souhaité que tous ceux qui sont partis reviennent à nous. Mais en tant que croyants et musulmans, nous sommes obligés d'accepter le décret divin. Ce que bon Dieu a décidé, nous l'acceptons parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont restés là-bas, dans notre façon de voir les choses, c'est des hommes bénis que le Seigneur a rappelés à lui. Il les a rappelés au moment où ils étaient propres. De retour, on se doit, nous devons de présenter les condoléances du gouvernement, les condoléances de la nation à l'ensemble des familles des disparus. Nous incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés et souhaiter prier pour tous, pour que les disparus, ceux qui n'ont pas été identifiés ni dans les morgues, ni dans les différentes colonnes à partir de Mina ou au niveau même de la Mecque, que ceux qui sont vivants puissent être retrouvés. Ces premiers arrivés seront hébergés à la maison du Hajj en attendant de rejoindre leur lieu d'origine. Émouvant accueil, c'était donc cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou avec le premier convoi de la filière gouvernementale composé de 375 personnes. Justement, par rapport à ce retour du pèlerinage, le ministre des Affaires religieuses et du culte informe la communauté musulmane que le retour à Bamako des pèlerins du deuxième avion de la filière gouvernementale, initialement prévu ce mardi 29 septembre 2015 à 18h30, a connu un grand retard dû à des contraintes indépendantes de la volonté des autorités maliennes. En conséquence, ce deuxième vol arrivera à Bamako demain, mercredi 30 septembre 2015 à 15h. L'accueil des pèlerins est toujours prévu à la maison du Hajj. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Fin de la formation de 163 élèves officiers et sous-officiers de l'EMIA et de l'ESO. La formation, qui est une initiative de l'état-major de l'armée, vise à apprendre aux jeunes plusieurs tactiques leur permettant de faire face aux situations sur le terrain. La formation a duré 6 semaines au centre d'entraînement de Samanko. Reportage de Bédi Koné. Le travail qui a été fait est satisfaisant. Tel est le constat fait par le chef d'état-major général des armées.
Ces 163 élèves stagiaires de l'école militaire interarmes EMIA, des sous-officiers de l'ESO en fin de stage au Centre national d'entraînement de Samako, ont suivi une formation d'agressement de 6 semaines. Un exercice qui met les jeunes élèves, officiers et sous-officiers dans des conditions difficiles afin de cultiver en eux l'endurance, le dépassement de soi et le goût du risque. Stagiaires, nous considérons que vous avez réussi une évaluation individuelle de vos capacités. La clé du succès d'un commandement de proximité, c'est de connaître ses limites et de savoir dépasser ses limites. Le raid de 240 km que vous avez effectué au terme de cette formation prouve, si besoin en était, que vous avez les capacités d'encadrer les unités, les formations, et les militaires qui seront sous vos ordres pourront compter sur des chefs qui ont les capacités de leadership nécessaires pour les amener au succès et pour préserver leur vie. Ces stagiaires à mi-parcours maîtrisent désormais certaines de nos valeurs fondamentales, à savoir le domo, le tcheblenche et le komo. Et ils sortent avec un esprit d'équipe. Vu la situation de notre pays, nous avons besoin de ces gens de formation maintenant pour aller en avant. Parce que le Mali même a besoin de réformer l'armée. Donc, en faisant ces gens de formation, ça peut pousser les militaires à être plus efficaces sur le terrain. Étant à Samako, on croyait que ce n'était pas du tout possible de faire des formations de ce genre. Mais j'ai vraiment apprécié. Et je suis prête à servir mon pays. Vous avez beau donner, si vous voulez, les meilleurs armements, si l'homme n'est pas derrière, ben, vous avez dépensé l'argent de la nation pour rien. Et c'est pour cela que désormais, l'homme sera au centre, sa combativité, son patriotisme, son courage pour maintenir, quelles que soient les conditions, le matériel que la nation lui confie difficilement, soit le mieux entretenu possible, avec la plus grande compétence, et faire en sorte que plus jamais le mental du soldat malien ne faiblisse devant l'adversité. Ces élèves de la 3e année de l'EMIA et de la 2e année de l'ESO ont réussi une formation et les meilleurs ont eu chacun une attestation de reconnaissance. Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Salif Traoré, a pris hier, lundi 28 septembre 2015, à 9h, les rênes du département de la Sécurité et de la Protection civile. C'était à l'issue de la cérémonie de passation avec son prédécesseur, le général Sada Samaké. Après un tête-à-tête, les deux ministres ont rencontré dans la salle de réunion le personnel constitué essentiellement des membres du cabinet, du secrétariat général et des directeurs des services centraux. S'adressant à l'assistance, le ministre sortant, le général Sada Samaké, a rappelé que la construction d'un pays est un devoir de génération. Il a ensuite félicité le ministre entrant pour la confiance placée en lui par les hautes autorités du Mali et a loué ses qualités personnelles et professionnelles. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOM, met en 2016 à la disposition de certaines régions de notre pays plus de 4,123 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. Il s'agit des régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Tombouctou. La révélation a été faite par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat au cours de la cérémonie d'ouverture de la 9e session du comité de programme d'appui aux communes urbaines du Mali. Abdraman Maïga. Années d'exercice, le projet d'appui aux communes urbaines du Mali a atteint sa vitesse de croisière dans l'amélioration du cadre de vie des villes bénéficiaires. Ce projet de 6 ans dispose désormais d'un dispositif institutionnel pour sa mise en œuvre, des mécanismes d'allocation des dotations et son appropriation par les collectivités urbaines du Mali. Autant d'atouts qui ont permis au programme d'améliorer le taux de décaissement des fonds alloués aux villes bénéficiaires. Ce taux est passé de 32% au début du projet à 42% aujourd'hui. Le projet met des ressources à la disposition des villes et dans l'utilisation de ces ressources-là, elles sont accompagnées pour améliorer leur performance dans le cadre de leur fonction principale de maîtrise d'ouvrage du développement local. Grâce à ce programme, plusieurs actions ont pu être entreprises ou sont en cours de réalisation dans certaines localités du Mali. Les villes concernées sont Bamako, Koutiala et Mopti. Ce programme a également appuyé ces localités à se doter d'outils de planification et de gestion performants, ce qui leur a permis d'engranger plus de 5 milliards de francs CFA et d'améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux ont porté essentiellement sur la réalisation d'infrastructures routières et d'assainissement. Les villes bénéficiaires du PACOM ont jusqu'ici montré des capacités faibles
dans l'utilisation des fonds mis à leur disposition, mais avec votre accompagnement indéfectible pour la réussite des mesures envisagées, les investissements programmés dans leur plan triennaux 2015-2017 pourront être réalisés pour le bonheur des populations. Pour permettre aux villes bénéficiaires d'atteindre des résultats encourageants, la présente session est une occasion pour analyser les difficultés liées à la faible mobilisation des ressources financières au niveau des communes concernées. Des recommandations seront formulées pour appuyer les communes à accroître plus de ressources pour faire face à leur plan triennal de développement. Rencontre ce matin entre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO et la PBF, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Au centre des échanges, les questions touchant le fonctionnement du système bancaire, notamment la question des bons et fiscalité du Trésor, le fonctionnement des systèmes et moyens de paiement et enfin la question sur le rapatriement des recettes d'exportation. Pour plus de précisions, nous écoutons Konzo Traoré, directeur national de la BCAO pour le Mali, au micro de Modibo Mariko. Et nous avons abordé des questions touchant au fonctionnement du système bancaire de la place. À ce titre, on a abordé la question de la fiscalité des bons et obligations du Trésor, qui mérite clarification. Les banques estiment que les dispositions prévues en la matière ne sont pas strictement respectées. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous avons échangé. Nous avons échangé également sur le fonctionnement des systèmes et moyens de paiement, notamment tout ce qui touche la compensation entre les banques, les valeurs représentées par les banques les unes sur les autres. Donc il est important qu'on puisse assurer la fluidité des financements, la fluidité des règlements, etc. Donc ça c'est un point important sur lequel nous avons échangé au cours de la réunion d'aujourd'hui. Nous avons également abordé la question sur le rapatriement des recettes d'exportation. Ça, c'est un sujet qui vient à l'ordre du jour de l'ensemble de nos réunions parce qu'elle est extrêmement importante. Du fait de notre régime d'échange, il faut que les opérateurs économiques qui exportent puissent rapatrier les devises générées par ces exportations. Donc, pour cela, nous devons forcément nous appuyer sur les banques parce qu'il s'agit justement pour elles d'amener leurs clients à leur céder et à leur tour de céder ces ressources à la Banque centrale. Les recommandations s'agissant des recettes d'exportation, comme je dis, c'est un point clé. Donc c'est de dire aux banques d'inviter leurs clients à céder les ressources. Donc ça c'est une recommandation forte. Pour ce qui est d'assurer la fluidité des paiements, nous avons indiqué qu'il faut que les banques s'assurent que les rejets des chèques sont fondés. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, souvent, il y a des rejets abusifs. C'est-à-dire que le client a présenté un chèque, la banque n'a peut-être pas forcément la trésorerie. Bon, au lieu de cela, on dit, les images ne sont pas très appropriées. Donc, voilà un motif de rejet qui, de notre point de vue, ne devrait pas être recensé. Signature d'accord de prêt hier entre le groupe Azalaï Hotel et Proparco, une filiale de l'Agence française de développement. C'est un prêt de 16 millions d'euros, soit 10 milliards 480 millions de francs CFA que Proparco accorde au groupe Azalaï Hotel pour financer le développement de ses infrastructures. Un bon signal donné aux autres investisseurs pour s'intéresser à la destination Mali. C'est ce que pense le PDG du groupe Azalaï Hotel, Mossadek Bali. Il a dit au micro de Sira Bachili. C'est un retour aux sources puisque nous avons bénéficié d'un prêt de Proparco il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, pour un montant beaucoup plus petit. Donc aujourd'hui, Proparco nous fait à nouveau confiance pour un montant beaucoup plus élevé, environ 16 millions d'euros, environ 8 milliards de francs CFA. Cela signifie pour nous que le plan de financement de la rénovation et de l'extension d'Azalaï Hotel Salam, où nous nous trouvons aujourd'hui, est complètement bouclé. Donc nous pouvons commencer les travaux de rénovation afin de remettre sur le marché un hôtel, je dirais neuf, avec une capacité en salle de réunion et en chambre beaucoup plus importante.
Est-ce qu'il faudrait comprendre par là le retour des investisseurs au Mali? Je pense que vous avez vu déjà que le directeur général de Proparco, M. Claude Perriou, a fait personnellement le déplacement. Vous avez vu que l'ambassadeur de France était là, le directeur de l'agence locale de l'AFD. Cela quand même dénote, je dirais, de l'intérêt que la France, à travers ces institutions-là, accorde maintenant à la relance du secteur privé malien. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'encourage les entrepreneurs maliens à aller vers Proparco avec leur dossier de projet, parce que je pense que c'est une institution qui a vraiment envie de s'engager auprès des entrepreneurs privés maliens. Fin des travaux de la 9e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des géomètres experts du Mali. Le renouvellement du bureau de l'organisation a été reporté au mois de décembre prochain. Cependant, d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. Écoutons à ce sujet Ali Ouaigalo, président de l'Ordre des géomètres experts du Mali, au micro de Cheikh Oumar Sangaré. Le respect de nos textes par l'administration. On va s'atteler à ça parce que en matière foncière, il y a le lotissement. En matière foncière, il y a la recherche des titres fonciers, mais surtout les lotissements. Il est dit dans notre loi qu'aucun document administratif ne peut être admis dans le circuit s'il n'est pas signé d'un géomètre expert. Alors qu'aujourd'hui, nous assistons à l'approbation des plans de lotissement sans le géomètre expert. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, il y a aussi des géomètres qui prennent le nom de géomètre sans avoir la qualité requise, sans être inscrits à l'ordre. Il y a aussi un plan de communication qu'on compte mettre en place. Nous avons la formation de base académique, mais la formation continue, il faut qu'on mette ça en place. Donc c'est vraiment les trois principales recommandations sur lesquelles on s'est axé. En 4e région, le comité régional d'orientation a tenu hier lundi une session extraordinaire. Parmi les points à l'ordre du jour figure en bonne place le financement des projets structurants du contrat plan État-région. 830 millions de francs CFA ont été accordés par l'État pour le financement des contrats plans. Reportage de Kandesila. Cette session extraordinaire du comité d'orientation et de suivi des actions de développement vise d'une part à faire le point des projets structurants retenus dans la région au titre du contrat plan État-région et d'autre part la signature de ce contrat plan par le gouverneur et le président du conseil régional pour sa mise en œuvre. Pour cette année 2015, l'État a consenti 830 millions de francs CFA au titre de budget spécial d'investissement. Les contrats plans au Mali sont initiés par le gouvernement pour renforcer les capacités financières des régions du Mali. Cette année, de façon spécifique, c'est deux régions qui sont retenues, la région de Sékou et la région de Ségassou. Au niveau de la région de Ségou, plusieurs secteurs constituent les axes fondamentaux du contrat plan. Parmi les secteurs, 2 ont été priorisés pour cette année 2015. Il s'agit d'aménager un pâturage pour les animaux dans la zone de Daouna et un deuxième axe de projet dans le domaine de la culture concernant un musée régional de masques et marionnettes. La présente session du CROCSAT, élargie aux membres du comité de suivi des CPR, nous permettra de nous pencher sans complaisance sur le portefeuille de projets devant constituer l'ossature de notre CPR. Auparavant, les membres du comité ont eu droit à une présentation de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, dont le rôle est déterminant dans la mise en œuvre des contrats plans État-région. Suivi de la campagne agricole dans la zone CMDT, le directeur général adjoint de la compagnie malienne pour le développement des textiles, accompagné d'une délégation, s'est rendu dans la filiale centre Afana. Sur place, Abdoulaye Dolo a rencontré les paysans et les responsables locaux de la CMDT afin d'échanger avec eux sur la campagne agricole en cours. Envoyé spécial Afana, Moussa Fane et Djirima Kandiabate. La campagne agricole se poursuit normalement dans la filiale centre à Fana. C'est le constat fait par les responsables de la CMDT. L'état des cultures est jugé satisfaisant. Ici, les capsules commencent à éclater à Boubouere et à Bantinantoun dans le secteur de Konobougou.
Je fais 3 tonnes à l'hectare il y a 3 ans. Et cette année, je compte sur la même quantité. Dieu merci, malgré le démarrage difficile de la campagne agricole, on peut dire que nous pouvons atteindre les objectifs. Grâce aux efforts et bons rapports entre les producteurs et la CMDT, j'avoue que les conseils ont été bien respectés et les parcelles ont un très bon état végétatif. Aujourd'hui, le cotonnier est au stade de capsulaison et d'éclatement par endroit. L'amélioration du rendement à l'hectare, en tout cas, atteindre la production prévue. L'espoir est permis. Après Bandinantou, le directeur général adjoint de la CMDT et sa délégation se sont rendus dans des champs de Kerela à une vingtaine de kilomètres de Fana. Le chef de la délégation a exprimé toute sa satisfaction. C'est impressionnant. Bon, dans une parcelle où on est en train de tester les différentes formules d'engrais, donc on a beaucoup de capsules et beaucoup de fleurs et boutons fleuris. Bon, on attend les résultats, sinon apparemment ça c'est très bien. Il y a eu un peu de difficultés au mois des semis, parce qu'ils étaient à 96% de leur plan de campagne. Et il y a eu une pause prolongée de CCRS que j'ai bien suivi, de 37 jours, de Konobuku à Marapungo en passant par le Fana. Mais à l'heure actuelle, l'état végétatif est très satisfaisant. Sur une prévision de 111 000 hectares dans la filiale centre, 107 000 ont été emblavés. Abdoulaye Doulou a salué l'engagement des paysans pour les résultats déjà enregistrés, avant de les exhorter à maintenir le cap jusqu'à la fin de la campagne. Le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique de l'Ouest, SAPEP, à l'heure du partage des acquis avec les bénéficiaires. Le projet vient en effet d'initier une mission de terrain dans la région de Koulikoro et à l'Institut d'économie rurale de Sotuba. Il a organisé une visite à l'intention d'une centaine de paysans venus de Kaï, Sikasso et Koulikoro, qui sont les zones d'intervention du projet. L'objectif est de partager des expériences en matière d'exploitation des semences produites par les chercheurs maliens pour améliorer la production chez les petits exploitants. Compte rendu, Abdoulaye Diarra, Lamine Keïta. Créé en 2013, le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique de l'Ouest, SAPEP, vise notamment à amener les paysans à adopter les innovations afin qu'ils deviennent plus compétitifs en faisant passer l'agriculture du stade de subsistance au stade économique et commercial et faire en sorte que l'agriculture devienne un secteur attractif. Bref, réduire l'insécurité alimentaire et doubler le revenu des petits producteurs. Une telle journée qui regroupe les petits producteurs, les chercheurs et les vulgarisateurs est de nature à faire en sorte que les producteurs puissent voir ces technologies au champ, puissent même décider de prendre telle technologie ou telle technologie. Et je pense que cette activité est de nature à améliorer la productivité au niveau de ces petites exploitations dans la mesure où eux-mêmes ils sont en train de voir quelles sont les technologies disponibles, quelles sont les technologies qui conviennent à leur milieu et en ce moment à partir de là ils choisissent et je pense que ça c'est la forme la plus intéressante pour faire en sorte qu'on puisse améliorer les rendements au niveau des petits producteurs. Au cours de cette journée, les paysans ont pu visiter les champs de maïs bricot, du riz Nerika et des mules Toro New. Ces semences locales sont toutes produites grâce aux chercheurs de l'Institut d'économie rurale de Sotiba. Les paysans venus des régions de Kaï, Sikasso et de l'intérieur de Koulikoro ont exprimé leur satisfaction car pour eux, seul ce genre de partage d'expérience peut leur permettre d'améliorer leur production. Cette visite a été enrichissante pour moi. J'ai vu comment on a préparé les champs ici et comment ils ont semé les nouvelles semences. L'expérience que je viens de vivre va beaucoup m'aider dans mon travail quotidien, notamment avec les nouvelles semences du projet SAPEP. Les autorités régionales se sont régies de cet accompagnement du projet SAPEP qui va sans doute booster l'agriculture au niveau des petits exploitants. Le projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique de l'Ouest SAPEP est un projet de 5 ans, 2013-2018, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 7 milliards de francs CFA. En 5e région, cette fois-ci, le Centre international de développement des engrais vient d'organiser une journée d'échange avec les paysans et producteurs des cercles de Bankas et Koro sur la technologie de la microdose. Objectif, renforcer la capacité technique des producteurs en mettant à leur disposition des technologies générées par la recherche agricole. Reportage de Yacouba Maïga.
Contrairement au placement profond de l'urée granulée appliqué dans les zones de production risicole des cercles inondés de la région de Mopti, la microdose, introduite également par le Centre international de développement des engrais, est quant à elle conduite dans les deux importants bassins de production de mil, à savoir Bankas et Kourou. D'où le choix du village de Djanveli dans la commune rurale de Bankas pour abriter cette journée d'échange des paysans producteurs sur la microdose. La microdose consiste à apporter l'engrais directement au niveau du poké. En mettant de l'engrais sous forme de microdose, l'engrais sera enterré, enfermé. Le vent ne peut pas l'emporter, l'eau ne peut pas emporter, c'est les plantes qui profitent directement. Sur le terrain, le test de la microdose se poursuit avec succès dans toutes les communes des cercles de Bankas et de Kourou sur des parcelles de démonstration d'une superficie totale de 115 hectares. Toute chose qui a abouti aujourd'hui à l'adoption de la microdose par d'autres paysans avec une superficie de 15 000 hectares. La microdose, son avantage, les plants auront l'avantage de prendre tous les éléments nutritifs de l'engrais dans 21 jours. Les parcelles de démonstration ont été installées à temps. Nous pensons que la campagne sera vraiment une bonne campagne cette année, avec la pluviométrie qui est vraiment au rendez-vous. Pour mener à bien cette technologie de la microdose, l'IFDC a mis à la disposition des paysans de Bankas et de Kourou environ 2 tonnes d'engrais et 2 tonnes de semences. De la musique maintenant avec la dédicace du nouvel album Bassé Mori de l'icône du Ganadougou. Mamou Sidibé avec 5 albums a conquis son public qui a fait le déplacement à l'Institut français de Bamako pour la cérémonie de dédicace. Adam Kouati et Moulay Sidibé y étaient également. Ah oui, vraiment, on peut dire que c'est un pays extrêmement riche, qu'on n'a pas encore suffisamment exploité. Donc la richesse musicale du Mali est vraiment extraordinaire. À la jeunesse, aux musiciens, aux poètes, aux écrivains, de la remettre encore en tout cas sur le pied, pour que nous puissions former la jeunesse dans notre propre culture. Le Mali est riche dans sa culture, surtout musicale. Donc on est très content d'accueillir de nouveaux artistes, de nouveaux talents. Le Mali a un fort héritage en termes de musique et artistique et on est fiers d'être là ce soir. Je voudrais vous dire à vous, bravo, grand merci, tous mes encouragements parce que l'avenir c'est ça. Voilà, c'était plutôt des propos recueillis lors de cette cérémonie de dédicace de l'album Bassé Mori de Mamou Sidibé. En présence, un message de condoléances avant de boucler définitivement cette édition. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle, la jeunesse de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle, IBK une chance à saisir, la section RPM France, le PIDS, le SADI, le bureau politique national de l'UMRDA, l'APD Maliba, l'association islamique pour le salut, l'Union des oulémas d'Afrique, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la coordination des associations de ressortissants et sympathisants du cercle de Kolokani et l'association Aoseko d'Ekita présentent tous leurs condoléances et aux nombreuses familles endeuillées suite au drame survenu à Mina. Encore une fois, prions tous pour le repos de l'âme de tous les disparus. Ainsi s'achève cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.